bonsoir. Alors bon, je vais vous raconter rapidement mon petit parcours. Bon, j'ai effectivement une formation de docteur en pharmacie, ensuite j'ai fait de la toxicologie, j'ai fait de l'immunologie, j'ai fait de la physiologie, et puis j'étais interne à l'hôpital pédiatrique. Et ensuite, j'ai appris évidemment l'homéopathie, la phytothérapie, etc. Puis j'ai fait de la recherche. J'ai fait de la recherche en milieu hospitalier, et notamment sur les récepteurs du cerveau. Je m'étais spécialisé sur les récepteurs du cerveau. Et je m'étais spécialisé dans certains récepteurs du cerveau, muscariniques et dopaminergiques. Autrement dit, ce sont des récepteurs qui sont responsables de certains comportements, d'une part, et d'autre part, de la maladie de Parkinson. Et puis, d'autre part, ensuite, j'ai enseigné donc l'homéopathie depuis pas mal de temps. J'ai enseigné donc à la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie, à Paris. Ensuite, j'ai enseigné aussi au Canada, j'y vais à peu près tous les 3 mois. Aux USA, en République Centrafrique, où j'ai fait de la recherche, au Bangladesh, où j'ai fait de l'humanitaire, toute l'Europe pratiquement, de l'Espagne, Portugal jusqu'à l'Oural, y compris la Russie, l'Afrique du Nord, surtout Tunisie et le Maroc. J'ai enseigné aussi en Égypte, j'ai aussi enseigné en Israël. J'ai enseigné aussi, j'ai fait des conférences aussi en Chine et en Inde. Voilà, à peu près tout. Puis un petit peu au sud de l'Afrique aussi, j'ai oublié. Voilà, donc par conséquent, ça m'a permis d'avoir une expérience intéressante. Et surtout, bon, ça m'a permis aussi de mieux comprendre un petit peu les fonctionnements physiologiques de notre organisme et pour voir justement si, par hasard, l'homéopathie pouvait faire quelque chose. Alors évidemment, l'homéopathie est critiquée par certains. Premièrement, elle est critiquée par ceux qui n'ont jamais appris, par ceux qui ne connaissent pas l'homéopathie et qui n'ont jamais fait aucune expérience. Sachant que, sur le plan expérimental, ce n'est pas évident. Pour une raison toute simple, j'ai fait faire quand même 400 thèses et mémoires avec mes étudiants, aussi bien à la faculté de pharmacie que de médecine. Et à partir de cela, quand vous traitez par exemple une douleur, eh ben, quand on fait une comparaison avec un médicament que l'on compare, quand on pose une autorisation de mise sur marché d'un médicament, on va traiter la douleur, on va faire une comparaison avec tous les médicaments antidouleurs. Mais on se contente de connaître l'action sur la douleur elle-même. Mais nous, pas du tout. Ça n'a rien à voir la douleur pour nous, en homéopathie. Il s'agit de connaître justement le sujet qui souffre. Et par rapport au sujet qui souffre, chacun de nous avons un mode réactionnel complètement différent. Les uns vont peut-être être améliorés par le froid, les autres par le chaud, les autres à la marche, les autres par le repos. Les autres vont avoir peut-être des polarités droites, d'autres polarités gauche. C'est comme les élections, vous savez, de temps en temps, on va de gauche à droite, de droite à gauche, et puis finalement, on se lie avec la gauche ou la droite, qu'importe. Et puis d'autre part, après, nous avons effectivement des stress. Eh bien, devant un lion, par exemple, chacun de nous, nous allons avoir un comportement différent. Les uns vont être immobilisés, vont être tétanisés par la peur. Puis d'autres, au contraire, n'ont jamais couru aussi vite. Donc ça prouve que nous allons avoir, à partir d'un élément extérieur, un stress. Et le stress, c'est pas négatif. C'est pour moi une adaptation. Une adaptation à un danger, une adaptation à un événement. Et les uns vont peut-être sécréter justement des neuromédiateurs qui vont les calmer, qui vont les tétaniser, pourquoi pas. Et d'autres, au contraire, vont peut-être sécréter de l'adrénaline qui va stimuler ces corticosurrénales, etc. Bon, bref, va avoir une action positive. Et puis évidemment, devant tout cela, nous allons avoir effectivement des modes comportementaux différents. Et puis d'autre part, au niveau, puisqu'on m'a demandé de créer, de faire un pont, de faire un voyage à travers, non pas la jeunesse, ni l'éternité. Parce que comme disait Bossuet, qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans, puisqu'un seul moment les efface. Alors je pense que, avant toute chose, il faut essayer de comprendre quels sont déjà les facteurs du vieillissement prématuré. Ben, les facteurs du vieillissement prématuré, pour moi, c'est peut-être les accidents. Regardez certains, le pape, par exemple. Peut-être aussi Cassius Clay, qui était considéré comme indestructible, le champion du monde de boxe. Il est parkinsonien. Donc des micro-traumatismes, un événement, un accident, un attentat, peut provoquer des micro-traumatismes et provoquer une dégénérescence d'une partie du cerveau,
qui est responsable de locomotion, qui est responsable justement de ce fameux neuromédiateur qui est la dopamine, autrement dit une partie du cerveau qui s'appelle le locus niger, et qui va être plus ou moins détruit, et qui va provoquer évidemment une pathologie que vous connaissez tous, c'est-à-dire la maladie de Parkinson. Puis parfois aussi, il faut bien l'avouer, des substances chimiques. Des substances chimiques qui vont peut-être soit détruire ces récepteurs du cerveau, tels que le manganèse par exemple. Sur les personnes qui travaillent dans les mines de manganèse, à un certain moment, à leur retraite, au moment où il fallait profiter, ou ils pouvaient profiter peut-être de leur retraite, ils ont eu malheureusement une maladie de Parkinson, qui est fort connue d'ailleurs par les médecins du travail. Et cette maladie de Parkinson s'appelle bien le Parkinson manganique. Puis d'autre part, vous avez aussi des substances qui, au lieu de détruire ces récepteurs du cerveau, vont simplement les boucher. C'est comme si, par exemple, si vous aviez une bonne clé, madame, excusez-moi, vous êtes en face de moi, ben vous lui ouvrez votre serrure, et puis la dame à côté qui est une coquine, excusez-moi, madame, vous avez mis du chewing-gum dans la clé, dans la serrure de la dame. Pourquoi vous avez fait ça, madame? C'est pas gentil. Mais enfin, vous avez fait ça pour la galéjade, peu cher. Hein? C'est pour s'amuser. Alors, évidemment, avec la bonne clé, malgré tout, elle avait la bonne clé, elle n'a pas pu ouvrir la serrure. Alors, heureusement que madame était là, elle avait une aiguille à tricoter, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Et puis, grâce à ça, elle a enlevé le chewing-gum. Vous pouvez la remercier, hein? C'est grâce à elle que vous avez pu ouvrir votre clé. Et puis, à ce moment-là, vous allez pu ouvrir votre clé. Ben, madame, au niveau des récepteurs, c'est un petit peu la même chose. Il y a des substances chimiques qui peuvent bloquer ces récepteurs. Puis, à ce moment-là, il y a un vieillissement prématuré. Il y a des pathologies, il y a même des maladies de Parkinson qui peuvent être provoquées par des blocages par le mercure. Et n'oublions pas qu'à un certain moment, avant même d'avoir des antibiotiques, on traitait des pathologies graves comme la syphilis, avec des dérivés mercuriels, la chaude-pisse, les phtiris sanguinalis, autrement dit les poux de corps, les morpions, on les traitait aussi avec des dérivés mercuriels, des crèmes, des pommades, des poudres à base de mercure. Et puis aussi, il faut le dire à personne, quand on était petit, on n'était pas grand, certes. Et puis, quand on se blessait, on n'aimait pas l'alcool parce que ça faisait bobo, ça faisait mal, l'alcool. Ça brûlait. Alors on se contentait, on aimait bien le mercurochrome. Le mercurochrome, ça nous faisait des taches rouges sur la peau, sur les plaies, et ça faisait pas mal. Alors on préférait le mercurochrome plutôt que... Puis manque de peau, le mercurochrome, c'est du mercure là aussi. Puis on a ainsi pollué. Et puis les femmes, je suis désolé mesdames, les femmes, ben, avaient utilisé parfois en irrigation vaginale des substances mercurielles qu'on appelait et qu'on appelle toujours le mercurylorylé. Et le mercurylorylé contenait du mercure, mais seulement du mercure qu'on avait chélaté, qu'on avait un petit peu transformé, pour pas qu'il se libère trop vite, et provoquant ainsi une intoxication. Mais malheureusement, quand on utilise ce mercurylorylé, c'est interdit maintenant, depuis on a changé la formule, ça s'appelle toujours mercurylorylé, mais avec une formule différente. Comme le mercurochrome, ça s'appelle toujours mercurochrome sans mercure. Le thermomètre, c'est un thermomètre sans mercure aussi. Et puis effectivement, vous allez savoir que finalement, ce mercurylorylé, qui est un organomercuriel, qui avait rassemblé une partie de la molécule organique pour tracter le mercuryle sans le libérer. Mais malheureusement, les petites dames, quand elles se faisaient des injections de mercurylorylé, elles se lavaient après. Elles se lavaient à quoi? Au dermacide, au lactacide. Et parfois, elles mettaient même du permanganate de potassium. C'était mieux parce qu'on allait accélérer le pouvoir antiseptique. Puis malheureusement, les oxydants, même l'iode, les oxydants rompaient la chaîne du mercure, libéraient le mercure, et ce mercure devenait toxique. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas que le mercure, il y a le bismuth, il y a le barium, il y a le plomb, qui provoquait du saturnisme. Et puis d'ailleurs, en regardant bien, chacun de ces substances toxiques, allait provoquer peut-être une maladie de Parkinson, mais en regardant bien,
On n'avait pas une maladie de Parkinson particulière. On avait un comportement différent selon le parkinsonien. Tiens, on ne doit plus traiter à ce moment-là la maladie de Parkinson, mais on doit traiter le parkinsonien. Il est vrai que dans la maladie de Parkinson, rassurez-vous, nous avons une molécule qui est assez intéressante, qui nous servira incontestablement. Même de temps en temps, il faut bien faire de l'allopathie et de l'homéopathie, pourquoi pas. Mais il faut rechercher toujours la substance qui va avoir le même effet positif, mais en même temps avec moins d'effets négatifs. C'est-à-dire une action pharmacologique qui doit être supérieure à l'action toxicologique. Parce qu'en effet, lorsqu'on donnait du mercure pour traiter de telles pathologies, on provoquait des pathologies qui s'appellent l'hydrargyrisme. Et l'hydrargyrisme, c'était des pathologies qui ressemblaient fortement, dont les signes ressemblaient fortement à la syphilis. Si bien que lorsque les personnes qui étaient traitées avec du mercure contre la syphilis, et si ces personnes n'allaient pas bien, on augmentait évidemment la posologie mercurielle, c'est normal. Puisque la personne n'allait pas bien, on pensait que c'est la syphilis. Or, l'intoxication par le mercure provoquait des signes semblables à ceux de la syphilis. Donc on donnait encore du mercure et on empoisonnait littéralement la personne. Et on avait une pathologie qui s'appelle l'hydrargyrisme. Puisque le mercure, comme vous le savez, le symbole du mercure, c'est Hg. C'est l'ancien nom du mercure, qui s'appelle hydrargyre, Hg. Et la pathologie, évidemment, provoquée par les mercuriels s'appelle l'hydrargyrisme, et provoquant ainsi des pathologies neurodégénératives, donc de vieillissement prématuré. Et puis, depuis le temps que je travaille maintenant avec M. Montagnier, parce que ça fait déjà 3 ans, eh bien lui, par contre, lui, c'est un infectiologue au départ. Mais au début, on n'était pas du tout d'accord. Et puis finalement, maintenant, enfin, c'est un monsieur qui est assez ouvert. Pour lui, toutes les pathologies neurodégénératives étaient provoquées par des microbes, étaient provoquées, dans son jargon, par des pathologies infectieuses froides. Autrement dit, imaginons que, je ne vous souhaite pas, madame, excusez-moi, c'est en face de moi, mais qu'on ait l'un ou l'autre, moi-même, allez, comme ça, pas sur vous, sur moi. Imaginez que j'ai un microbe. Et puis ce microbe, je le combats par un antibiotique, cela va sans dire, nous sommes quand même au XXIe siècle. Mais je l'ai mal combattu. Et puis finalement, le microbe est endormi. Puis comme c'est un sournois, comme le mercure l'était, vous vous rappelez, comme le chewing-gum, il va faire des dégâts. Et pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, alors que je me croyais guéri, et 20 ans plus tard, je commence à avoir des pathologies neurodégénératives produites par le microbe qui s'est développé lentement, sournoisement, et avec avidité. Il a détruit une partie de notre cerveau. Il s'est vengé. Absolument, merci. Et puis la maladie de Lyme, c'est un petit peu ça. Absolument, avec la borréliose. Et la borréliose, finalement, la maladie de Lyme, que vous faites mordre, mordre entre guillemets par une tique, que vous faites piquer, puis tica tica tic, aïe. Voilà, tica tica tic, aïe aïe aïe, ouais, vous savez très bien. Vous aurez pu me remplacer ici, presque. Donc par conséquent, qu'est-ce qu'on va on va essayer de déterminer le microbe en cause. Le microbe, on va peut-être trouver, c'est une borrelia. Donc on va donner des antibiotiques anti-borréliose. Puis malheureusement, on a peut-être mal agi parce que le microbe, il se venge à un certain moment. Et puis il se développe sournoisement, il provoque des pathologies dégénératives, musculaires, endocriniennes, etc. C'est une véritable catastrophe. Et le sujet est littéralement paralysé par cette pathologie sournoise et sourde, et peut-être 15 ans après la piqûre. Donc vous voyez mes amis, permettez que je vous appelle mes amis, parce que on se connaît là maintenant, c'est déjà plus relaxant pour moi, j'ai moins de trac. Donc par conséquent, vous allez avoir des pathologies qui vont petit à petit investir votre organisme et provoquer un vieillissement accéléré. Mais je suis vraiment désolé, il n'y a pas que ça. Comme l'a dit mon ami le professeur Laine, qui est en face de moi au fond,
Merci. Ben, il a dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, il fallait tout de temps en temps donner des antioxydants, c'est ça? Alors méfiez-vous, parce qu'il y en a à ce moment-là qui font des attentats parce qu'ils sont antioxydants. Ne marquez pas ça, voyons, alors n'écrivez pas ça, madame. Je vais me faire descendre, je vais me faire descendre. Alors, par conséquent, vous avez effectivement des antioxydants parce que vous avez des hyperoxydations, etc., qui vont créer un vieillissement accéléré. Alors, notamment votre alimentation. Et puis, n'oublions pas aussi, vous avez des acides aminés qui sont indispensables. Alors, quand on mange n'importe quoi, on a des carences. Et puis, quand on ne mange pas du tout de protéines, il faut manger au moins des protéines végétales si vous êtes végétarien. Ou des protéines animales, ce que vous voulez, mais enfin bref, d'une façon régulière, d'une façon consciencieuse, d'une façon ordonnée. Parce que si vous manque un acide aminé, imaginez qu'il vous manque seulement 2 acides aminés, qui me viennent comme ça, au hasard. Qui vous manque dans votre alimentation l'hydroxyphénylanine ou tyrosine. Cette hydroxyphénylanine ou tyrosine est le précurseur d'un neuromédiateur, de plusieurs neuromédiateurs, qui sont les catécholamines, et dont le point de départ est quoi? Et la dopa, qui va se transformer en dopamine contre la maladie de Parkinson, et qui va, par hydroxylation, va donner la noradrénaline que vous connaissez évidemment, il va donner une autre par méthylation, un autre neuromédiateur, qui est l'adrénaline que vous connaissez encore davantage. Puisque quand vous avez des stress, c'est un stress d'adrénaline. Un point de plus à l'examen, madame, au fond. Donc, par conséquent, vous avez évidemment, et puis le stress, l'adrénaline va évidemment stimuler votre hypothalamus, votre hypophyse, va stimuler vos productions de neuromédiateurs, d'hormones, etc., la FSH, la TSH pour la thyroïde, etc. Bon, on va faire un cycle extraordinaire, et finalement, nous avons besoin de ces neuromédiateurs. Et puis, d'autre part, vous avez un autre acide aminé qui est intéressant. Si on se passe de tryptophane, ben, le tryptophane, on ne l'a pas comme ça. Parce que quand on mange, excusez-moi l'expression, quand on bouffe une protéine, elle va se scinder en différents morceaux grâce à l'acidité de notre estomac et grâce aux enzymes de l'estomac. En quoi? En acide aminé. Et grâce à un orchestre qui est comment dirais-je, nos gènes, on va réorganiser les acides aminés soit en polypeptides, soit en neuromédiateurs aminés qui sont décarboxylés. C'est le cas du tryptophane qui va donner la sérotonine et qui va donner la mélatonine. Ben, sans sérotonine, vous allez avoir une dépression, et sans mélatonine, vous n'allez pas pouvoir dormir. Et c'est le cas lorsque vous faites un voyage, malheureusement j'en ai fait de nombreux à travers le monde, et j'avais souvent des déconnages, j'ai bien un déconnage horaire, parce que quand il faut, par exemple, quand je suis à San Francisco, je fais une conférence, je reviens à Paris, puis arrive à Paris, on vient me chercher à l'aéroport, on me dit « Monsieur Kemoun, il y a une mission humanitaire à faire au Bangladesh », et on m'apporte comment dirais-je, un visa volant, il faut aller au Bangladesh, ben je vais au Bangladesh après, mais je ne sais pas si vous voyez le décalage horaire. Et là, c'est un déconnage complet dans la tête. Parce que finalement, je ne dors pas dans l'avion, même quand je devrais dormir, je ne veux pas dormir, c'est impossible. Puis, puis quand il faut voir aussi comment dirais-je, quand on m'apporte des dossiers, etc., il faut les lire. Et le moment dans l'avion, c'est un moment extraordinaire parce qu'on n'a pas de téléphone, on n'est pas embêté, ni rien du tout. On travaille énormément dans l'avion finalement. Et puis quand j'arrive au Bangladesh, ben, croyez-moi, je suis complètement à côté de mes pompes. Et bien finalement, et puis à la longue, quand vous faites des décalages horaires successifs, vous avez une baisse de production de mélatonine. La mélatonine baisse par rapport à notre âge, mais la mélatonine également baisse à partir de nos voyages successifs à travers les différents fuseaux horaires. C'est ainsi que les aviateurs ou des hôtesses de l'air ont des dépressions parce qu'ils ont une disproportion de sécrétion de mélatonine et ils sont complètement paumés, ils font des dépressions terribles. Il y a même des suicides, etc. Donc, vous voyez, finalement, nous avons besoin de nos neuromédiateurs. Donc, nous avons besoin de neuromédiateurs. Le point de départ, c'est évidemment l'alimentation. Parce que nous, en Occident, on a quand même des alimentations, des fois variées, certes, mais au moins variées. Et l'alimentation variée nous permet d'avoir moins de carences. En acide aminé, par exemple. Mais quand on a parfois une alimentation qui est toujours identique, et fort heureusement, on ne le voit pas dans nos régions ni dans l'Occident. On le voit malheureusement en Inde,
où justement il y a eu des carences totales parce que les personnes qui mangeaient carrément que des galettes de pois chiches ou de fèves et que ça, rien d'autre. Rien d'autre. Et ils ont eu des Parkinson. Le premier Parkinson dû aux galettes de fèves s'appelle le favisme, n'est-ce pas, monsieur? Et le deuxième Parkinson produit par les fèves s'appelle le lathyrisme, n'est-ce pas, monsieur? Vous l'avez soufflé, heureusement. Merci. Je l'avais oublié. Donc, par conséquent, nous allons avoir aussi donc, des Parkinson du type alimentaire. Et puis, nous avons, je vous laisse la fin, évidemment, pas pour la fin, certes, mais pour la fin FIN, pas pour la fin FIM. Mais pour la fin, malheureusement, je vous dirais qu'il y a aussi des neuromédiateurs qui sont bouchés par des médicaments. Notre ami, monsieur le professeur Laine, tout à l'heure, nous a parlé, si j'ai bien entendu votre, n'est-ce pas? Hein? Donc, par conséquent, il nous a parlé aussi de neuromédiateurs, d'un antidépresseur qui allait justement provoquer des pathologies du système nerveux central, et notamment des dépressions, et qui ont bloqué aussi des récepteurs là également. Et notamment, vous savez que certaines substances chimiques telles que des substances comme les antidépresseurs ou des benzodiazépines, ça bloque les récepteurs dopaminergiques. Et ça produit des Parkinson également, et même encore mieux, ça produit des Alzheimer. Ça développe des Alzheimer, et dernièrement, comme quoi, vous voyez, il faut être aussi toujours à l'éveil quand on fait comment dirais-je, quand on a un développement de la connaissance, et surtout quand on veut l'enseigner, on est obligé de se mettre constamment au courant. Et notamment la dernière que j'ai apprise, oui, c'était éventuellement que 80%, j'ai été étonné du nombre, 80% des autistes sont dus au fait que les mamans avaient pris des antidépresseurs ou des neuroleptiques pendant la grossesse. Énorme. Des autistes, 80% des autistes. Moi, j'y croyais pas. Et j'ai relu finalement l'information, comme disait notre ami, il faut de temps en temps relire nos informations quand on les découvre. Alors, comme ça vient d'arriver cette information, je l'ai vue hier seulement. Hein, voilà. Donc, justement, je ne sais pas encore. Donc, il faudrait que maintenant, j'étudie un petit peu les sources, les informations, si c'était validé. Et si c'est validé, c'est absolument affolant. Et puis, d'autre part, il faut avouer que lorsqu'on traite la maladie de Parkinson et certaines pathologies neurodégénératrices qui vont aggraver, qui vont accélérer le vieillissement, nous allons avoir malheureusement des substances qui normalement devraient soigner, équilibrer un Parkinsonien. Pour une maladie de Parkinson, c'est un manque de dopamine. Mais comme la dopamine, si on voulait injecter... Alors avant, on appelait la maladie tremblante, avant Parkinson. On appelait la maladie tremblante et on la soignait différemment. On la soignait avec des parasympathicolytiques pour être plus simple, pour être beaucoup plus simple. On les soignait avec des plantes qui contenaient de l'atropine, qui bloquaient les récepteurs cholinergiques. Parce que dans une maladie de Parkinson, on a une diminution de dopamine, mais comme la nature a horreur du vide, quand il y a un développement, quand il y a une diminution de certains neuromédiateurs, il y a une augmentation d'autres. Et puis, ne dites à personne surtout. Promis, ne dites à personne. C'est entre vous et moi. Les grands fumeurs ne sont jamais parkinsoniens. Ils ont peut-être un cancer, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand je le disais dans mon livre il y a quelques années, on m'a dit bang bang. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on donne à certains parkinsoniens? Des patchs de nicotine. Eh bien, j'avais pas si tort que ça. Finalement, la nature aurait Dieu vide. Lorsque on vous enlève un poumon, il ne va pas se créer un nouveau poumon. Quand on vous enlève un rein, il ne va pas se créer un nouveau rein. Il va se créer d'autres tissus. Et quand on bloque, quand on détruit des neuromédiateurs,
il va se développer d'autres neuromédiateurs, il va y avoir un déséquilibre et qui peut être à la fois, qui va exploser et qui peut être mortel et qui peut être évidemment accélérer notre vieillissement naturel. Je vous remercie de votre attention.